asseyez-vous, pour nous parler du défenseur des droits, je vous en prie, de ce que le défenseur des droits peut apporter au public que vous suivez. C'est pas toujours peut-être très bien su. Je vous remercie vraiment de votre présence. Marc Loisel est directeur des affaires publiques du défenseur. Et Ratiba Aboufarès est chargée de mission juridique. Vous la connaissez sans doute, hein, pour certains, elle suit cette question des campements des bidonvilles depuis longtemps. Moi, je suis d'autant plus content de votre présence que le défenseur des droits, depuis sa création, en fait, a suivi ce sujet des campements. Je me souviens des rapports qu'avait pu remettre Dominique Baudis sur le sujet, qui avait permis de faire évoluer les choses. Et puis il y a eu aussi d'autres rapports, jusqu'à celui qui a été remis, je crois que Claire Hédon était déjà défenseur des droits, dans le cadre de la préparation de la stratégie française en réponse au cadre européen pour l'inclusion des Roms. Vous avez mis 2 rapports, l'un sur les gens du voyage, l'autre sur les personnes considérées ou se considérant comme Roms vivant en campement. Donc merci beaucoup de votre participation et je vous passe la parole sans attendre. C'est moi qui vais commencer. Bonjour, je ne sais pas si tout le monde m'entend, si le son est audible jusqu'au fond. Donc c'est moi qui vais commencer et la mission qui m'est dévolue, c'est de présenter ce qu'est le défenseur des droits. Alors c'est pas forcément la chose la plus simple à faire, ce qu'est le défenseur des droits. Et le plus simple pour vous le présenter, je pense, c'est de faire un bref rappel historique de ce qu'est l'institution, puisque c'est finalement ce qui permet d'éclairer à la fois ses missions et surtout ses pouvoirs et ses modalités d'intervention. Alors comme ça vient d'être souligné, c'est vrai que le défenseur des droits a rendu un certain nombre de rapports sur le sujet qui nous intéresse. Ceci étant, l'élaboration de rapports et la présentation de rapports, c'est quelque chose qui fait suite à du traitement de réclamation normalement. Donc on n'est pas un organisme consultatif, on a la possibilité de rendre des avis, mais le cœur de métier du défenseur des droits, c'est de traiter des réclamations. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les traite et par quels moyens et quel pouvoir. Et surtout, comment est-ce qu'on peut être saisi. Donc sur et après, je passerai la parole à Ratiba, qui vous fera un petit panorama quand même des différentes prises de position qu'on a pu avoir sur le sujet. Alors sur le défenseur des droits, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que c'est une institution, une autorité administrative indépendante qui est dans la Constitution, qui a été créée en 2011 et qui est l'héritière surtout du médiateur de la République. Donc la finalité initiale du défenseur des droits, c'est de régler les litiges avec les administrations et les services publics par le biais de la médiation. C'était ça le projet initial du défenseur des droits, tel que ça a été conçu. Et donc ça a été le projet qui figure clairement dans la Constitution, à l'article 71.1. Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations, les services publics et tout autre organisme. 3 petits points, et c'est là que les 3 petits points, c'est là que les choses se complexifient un petit peu. Au moment de l'adoption de la loi organique, donc la façon dont le défenseur des droits a été conçu, il a été fait le choix par les parlementaires d'introduire finalement, en plus de cette mission de médiation avec les services publics, d'autres autorités administratives indépendantes. Ça a été le cas de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ça a été le cas également du défenseur des enfants. Et ça a été le cas aussi de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Or, à partir du moment où le législateur a fait le choix d'incorporer dans le défenseur des droits la HALD, il a fallu évidemment donner les pouvoirs de la HALD. Et donc ces pouvoirs, ils répondaient à une finalité qui était totalement différente de celle du médiateur de la République, puisque le médiateur de la République avait essentiellement pour finalité de prévenir les litiges en amont du contentieux par le biais de la médiation. La HALD avait au contraire pour finalité de faire exister au contentieux une notion qui était la discrimination, qui ne trouvait pas sa place dans le contentieux civil. Et pour ce faire, elle avait un pouvoir d'enquête, un pouvoir d'instruction qui lui permettait de contraindre les administrations à lui donner un certain nombre d'informations. Elle pouvait s'appuyer sur l'aménagement de la charge de la preuve pour faire essentiellement des observations devant les juridictions. Donc on se rend compte finalement que le défenseur des droits, c'est la conjonction de 2 autorités au départ qui ont des finalités totalement différentes. Une, prévenir le contentieux par la médiation, l'autre plutôt intervenir dans le contentieux après instruction des dossiers. Donc ça donne une loi organique qui est un petit peu compliquée à comprendre et qui justement recèle de pas mal de méandres, comme on peut s'en rendre compte sur la question des campements ou des bidonvilles. Donc le défenseur des droits dans cette loi organique, c'est quoi ?
D'abord, il faut saisir le défenseur des droits. Il a effectivement un pouvoir d'autosaisine, mais ça reste résiduel. L'idée, quand même, c'est que le défenseur des droits est saisi. Et ces conditions de la saisine sont elles-mêmes tributaires de la condition dans laquelle le défenseur des droits a été créé, puisque ces conditions de saisine dépendent de la mission qui est dévolue au défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, c'est une entité globale qui a quand même 5 missions. Comme je vous les ai énumérées tout à l'heure, les services publics, le respect des droits et libertés par les services publics, la déontologie de la sécurité, la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant et la lutte contre les discriminations, et puis plus récemment, les lanceurs d'alerte. Or, à chacune de ces missions correspond une modalité de saisine différente. Je prendrai un exemple. Pour la discrimination, le défenseur des droits doit être saisi par la victime ou une association qui est reconnue. En revanche, si on est plutôt sur une atteinte aux droits et libertés, sans question de discrimination, sans question d'intérêt supérieur de l'enfant, on ne peut être saisi que par la victime. Ça ne fonctionne plus pour l'association qui suit éventuellement la personne. Sur la question des saisines qui concernent de la déontologie, on peut être saisi en revanche par la victime ou par un témoin, ce qui est encore un autre cas de figure. Et pour l'intérêt supérieur de l'enfant, pour ce qui est la mission de défense des droits de l'enfant, on peut être saisi par l'enfant, mais aussi par une association qui suit l'enfant. Donc, et pour les lanceurs d'alerte, c'est encore une autre modalité, il n'y a pas de conditionnement en fait. Donc on a une modalité de saisine qui est extrêmement variable et qui dépend déjà de ce dont est saisi le défenseur des droits. Une discrimination, une atteinte aux droits ou aux libertés, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ou une discrimination. Donc c'est important, je trouve, de l'avoir en tête quand on est une association, parce qu'on peut être saisi, le défenseur des droits le constate souvent, on est saisi par des associations, on ne peut pas y donner suite, puisque ça ne correspond pas aux modalités de saisine. Donc c'est déjà une première difficulté. Une fois que le défenseur des droits est saisi, on rentre là, finalement, dans l'analyse de la réclamation. Et qu'est-ce qu'on fait avec une réclamation? Donc, une réclamation, c'est de toute façon un litige plutôt individuel entre un usager et une administration, pour faire court, qui met en jeu soit un droit et liberté, soit l'intérêt supérieur de l'enfant, soit une discrimination, etc. Sans rentrer dans les détails. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a d'abord un pouvoir d'enquête, mais le pouvoir d'enquête, il n'est pas systématiquement mobilisé. C'est-à-dire que le pouvoir d'enquête, il est utile quand on a besoin de s'en servir pour un certain nombre de sujets. Typiquement, quand il s'agit, par exemple, des questions de protection sociale, la question ne se pose pas, le dossier est souvent complet, il n'y a pas besoin d'enquêter auprès de l'administration mise en cause pour avoir des éléments d'information supplémentaires. Donc, on mobilise le pouvoir d'enquête lorsqu'il y a besoin d'enquêter, besoin d'avoir des éléments que la personne qui nous a saisis ou que l'association qui nous a saisis ne nous a pas fournis et qui nous semblent indispensables pour traiter le dossier. Une fois que ce dossier est complet, soit qu'il est arrivé complet, soit qu'il a été instruit, donc à la suite d'une enquête, et c'est là qu'on rentre dans un peu le cœur du sujet, quelles sont les modalités d'intervention du défenseur des droits? Alors les modalités, il y en a essentiellement 3. 2 grandes avec je ne vais pas dire un ventre mou au milieu, mais un peu quand même. La médiation. Je ne reviens pas dessus, vous avez tous en tête ce que c'est. C'est-à-dire la possibilité de dialoguer avec un organisme mis en cause, donc quelque chose qui n'est pas contraignant, avec la possibilité finalement d'obtenir de la part de l'administration ou du service public ou de l'organisme des concessions, mais dans une démarche qui n'est pas contraignante, qui peut s'engager, dans laquelle on s'engage volontairement. Donc première modalité d'intervention, la médiation. L'opposé, donc c'est en ça qu'on ressent aussi l'héritage historique. L'opposé, c'est pour moi le contentieux, c'est-à-dire la possibilité pour le défenseur des droits de faire des observations et d'intervenir au contentieux, mais un contentieux qu'on n'a pas engagé nous-mêmes. Donc la condition pour que le défenseur des droits fasse des observations au contentieux, c'est que la personne ou l'association qui suit la personne ait elle-même engagé un contentieux. Donc c'est aussi une limite d'intervention, c'est-à-dire que souvent on nous saisit en disant mais pourquoi vous n'allez pas au contentieux? On ne peut pas le faire nous-mêmes. Ce qui veut dire aussi que quand le défenseur des droits est saisi, il faut aussi que la personne ou l'association qui saisit le défenseur des droits ait clairement en tête quelle est la stratégie qui va être en cause. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement du contentieux administratif, on ne le fera pas. Donc ça peut être déceptif le fait qu'on ne puisse pas intervenir, mais c'est simplement que la loi organique ne nous permet pas de le faire. Et puis donc entre cette partie médiation et cette partie contentieux, présentation d'observations devant les juridictions, quelles qu'elles soient, administratives, judiciaires, il y a
que j'appelle le ventre mou, mais qui correspond finalement au droit mou, au droit souple. Le droit souple étant peut-être un peu plus valorisant que droit mou. C'est le pouvoir de recommandation qu'on retrouve dans un certain nombre de rapports qui vous seront décrits et présentés par Ratiba. Mais le problème ou comment dire, la fragilité de ce droit mou, ou de ce droit souple, c'est que ça n'est pas contraignant. C'est-à-dire que c'est une recommandation qui est faite de manière unilatérale, mais il faut que le destinataire de cette recommandation se l'approprie et la suive. Et le fait qu'il la suive, c'est déterminé par un certain nombre de conditions qui sont des conditions extérieures. C'est-à-dire quel crédit porte-t-il à l'institution, à la défenseur des droits, à la recommandation elle-même, à la façon dont c'est formulé. Donc en fait, cette effectivité du droit souple est quand même conditionnée par un certain nombre d'éléments qu'il n'y a pas, par exemple, dans le droit dur. Et c'est tout ce qui fait la différence. Et donc le défenseur des droits, dans tout ça, c'est pas plus que ça. C'est pas plus, pas moins. C'est une autorité administrative, donc, qui peut intervenir une fois qu'elle a été saisie du litige au préalable, dans les conditions fixées par la loi organique, et qui intervient en fonction de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire de la médiation, du contentieux ou du droit souple. C'est rien de plus. Donc, il faut quand même avoir en tête ce qu'est le défenseur des droits de ce point de vue-là, c'est-à-dire son action est conditionnée par d'abord l'existence d'une atteinte à un droit ou une liberté ou l'existence d'une discrimination. Elle n'est pas juge, ce n'est pas une institution qui se substitue au juge. On est soumis à l'autorité, évidemment, comme tout le monde, de la chose jugée. Et on peut quand même formuler des observations devant le juge, mais sans obligation d'être suivi par le juge. On n'est pas une association non plus, puisqu'on a une modalité d'intervention qui est définie clairement par la loi organique. On n'est pas un avocat non plus. Donc c'est finalement une décision, une définition qui est un petit peu négative. Quand je dis négative, c'est-à-dire pas péjorative, mais le défenseur des droits, c'est défendre les droits autrement que le juge, autrement que l'administration qui elle-même est censée les respecter. Et autrement, c'est la médiation, l'intervention au contentieux et le pouvoir de recommandation. Mais sur cette question du pouvoir de recommandation, qui est finalement souvent le pouvoir le plus visible et le plus décrié, c'est effectivement un pouvoir qui est conditionné par la nature aussi du sujet. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, c'est que finalement, ce pouvoir de recommandation finalement fonctionne, parce que l'ultime sanction de ce pouvoir de recommandation, c'est le fait de rendre publique la chose qui est dénoncée, la chose qui est recommandée, ou tout au moins à quoi la recommandation fait suite, et donc à quelle atteinte aux droits et libertés ça fait suite. Mais cette sanction de l'opinion publique est évidemment largement encadrée par la nature elle-même de l'opinion publique. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement plus consensuels quelque part, dans lesquels finalement le destinataire de la règle craint plus la sanction de l'opinion publique que dans d'autres domaines. Et je pense que c'est une des failles, quelque part, du droit souple en tant que tel de ce point de vue-là, c'est-à-dire le consensus social qui est derrière à un moment donné sur un sujet. Donc voilà, brosser à grands traits quand même ce qu'est le défenseur des droits. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et donc maintenant, l'idée, c'est de voir comment, et là je passe plutôt la parole à Ratiba, de voir comment on a pu s'approprier les questions qui vous sont posées à travers les différents pouvoirs que l'on a eus, étant entendu que la question de la médiation, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore complètement approfondie pour X raisons sur lesquelles je pourrais revenir après dans le cadre de la décision, mais essentiellement pour quelque chose, c'est que je crois que la question de la médiation dans les pouvoirs publics s'est développée essentiellement à partir de la loi Justice 21 en 2016. Et c'est quelque part un mouvement qui a pris un petit peu à contre-pied le défenseur des droits. C'est-à-dire qu'au moment de la fusion, tout se passait comme si finalement la médiation, c'était plus hype, pour faire court. Et donc du coup, au moment où le défenseur des droits s'est mis en place, la médiation, ça sonnait un petit peu années 70. Et donc on a plutôt investi le contentieux, les observations, le droit souple, les rapports. Or, à partir de la loi Justice 21, la loi pour la modernisation de la justice au XXIe siècle, la question de la médiation est revenue un peu sur le devant de la scène. Et quelque part, ça a conduit le défenseur des droits à se réinterroger lui-même sur son utilisation de cette médiation. Avant, on avait le sentiment finalement que, puisque la loi organique prévoyait qu'on pouvait faire du règlement amiable, le règlement amiable, c'était finalement la médiation comme on veut, sans méthode. Or, cette loi Justice 21 a adopté une vision large de la médiation, mais avec une base juridique
beaucoup plus structuré. Et donc, le défenseur de droit, finalement, était obligé aussi de s'adapter à cette évolution de la médiation en parallèle. Et donc, l'idée, c'est un peu d'investir de manière un peu plus rigoureuse cette question, et notamment cette question des campements et de l'accès au droit qui est la vôtre. Voilà. Ratiba, vous enchaînez, moi qui ai des questions brûlantes, mais de toute façon, on pourra vous poser... Des questions juste après. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Ratiba Boufarès. Je suis juriste en charge des questions d'hébergement d'urgence, de logement social, d'accès au logement social depuis plusieurs années au Défenseur des droits. J'ai eu l'occasion donc de travailler sur la situation des occupants sans droit ni titre, donc de bidonville ou de squat depuis 2015 au sein du Défenseur des droits. Alors, pour compléter ce que vient de dire donc mon directeur Marc Loisel, la saisine du DDD est gratuite et notre intervention n'est pas exclusive des autres actions qui pourraient être menées par les associations, donc vous, par des avocats, ou en tout cas, voilà, vous pouvez nous saisir en parallèle de ces actions-là. L'important, c'est quand même de nous le dire pour qu'on puisse, nous, après, ajuster notre intervention. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, nous, de ce qu'on a pu faire sur le sujet et de ce qu'on peut faire. Je vais éviter que ça fasse catalogue, même si on a produit un certain nombre de choses. J'ai essayé de ramener des choses avec moi pour vous les montrer, vous présenter nos rapports, nos publications, mais tout est disponible sur notre site internet. Il suffit de taper sur Google et vous retrouvez tout. Nos décisions, recommandations, observations, comme les rapports, études, publications... Alors, nous, au Défenseur des droits, donc la politique de résorption des bidonvilles est susceptible de concerner l'ensemble des missions en réalité du DDD. Ça va peut-être sortir parfois, DDD, Défenseur des droits. Comme vous l'avez exposé, on a différents champs notre champ de compétences est très large, donc il concerne, voilà, il se compose de la défense des droits de l'enfant, la déontologie, la sécurité, enfin voilà. Donc la quasi-intégralité des pôles du Défenseur des droits peuvent être concernés par la situation de personnes vivant sur ce type de site. Aujourd'hui, je sais que les échanges portent exclusivement sur la situation des campements occupés par des personnes de nationalité européenne, essentiellement. Mais nous, au Défenseur des droits, depuis des années, enfin depuis toujours, en fait, notre action est indifférenciée selon la nationalité ou l'origine des personnes sur le site, puisque nous, notre position, c'est que l'occupation dite illicite d'un site n'est pas censée priver de droit les personnes qui concernées. Donc voilà, on intervient de manière indifférenciée sur ce sujet. Donc dès 2012, nous, au Défenseur des droits, on s'est préoccupé de cette question. On a, dès 2013, produit un rapport qui avait pour effet de dresser un bilan de l'application de la circulaire de 2012, donc un an après. Cette publication s'est accompagnée de la présentation en très très grand nombre d'observations en justice devant des juridictions, donc essentiellement des juridictions judiciaires, puisque la plupart des contentieux, du fait de la nature juridique du terrain, étaient portés devant les juridictions judiciaires. Donc la plupart des observations étaient présentées devant cette juridiction-là. Notre position, comme je vous l'ai dit, l'occupation illégale d'un terrain ne prive pas de l'existence l'exercice des droits fondamentaux tels que le droit d'être hébergé, de se soigner, d'être scolarisé et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. C'est notre position qui est inchangée encore aujourd'hui. Voilà. Donc en final, cette action qu'on a faite de manière très massive, on intervenait un peu... pas de manière systématique, mais quasi, en fait, systématique sur les dossiers qu'on pouvait avoir. Donc, on présentait aux côtés des avocats et des associations des observations en justice dans lesquelles, de manière complètement objective, on présentait notre argumentaire juridique que vous retrouverez dans différents rapports. Alors, bien sûr, la jurisprudence a été souvent, longtemps, on va dire favorable. Bon, il y a eu de belles victoires, mais il y a eu aussi de beaux reculs, notamment de la Cour de cassation en 2019 qui a un peu réduit à néant des années d'investissement des associations et des avocats sur le sujet en prenant des jurisprudences assez sévères qui remettaient en question la jurisprudence favorable européenne pour le coup de la CEDH qui appelle à ce qu'il y ait un contrôle de la proportionnalité de l'opération d'évacuation, qu'on mette en balance les intérêts et des occupants et du propriétaire. Donc c'était ça, c'est la ligne de la CEDH, mais voilà. C'est bon. Encore aujourd'hui, je dirais que c'est vrai que la jurisprudence s'est
strict sur le sujet, mais on arrive quand même à voir par moment des petites victoires ici ou là. En tout cas, nous, on essaie de ne pas faiblir dans notre action. Même si ces dernières années, on a présenté quand même peu d'observations en justice, mais vous allez le voir, on a quand même produit en parallèle des publications sur ce sujet. Et comme je vous l'exposerai plus en détail tout à l'heure, c'est vrai que là, on est là aujourd'hui pour parler de la politique de résorption des bidonvilles, mais nous, au quotidien, en réalité, on œuvre indirectement pour la résorption des bidonvilles, puisque lorsqu'on est saisi d'une difficulté de scolarisation ou de domiciliation, on ne va pas la traiter différemment, cette difficulté d'accès à ce droit-là, parce que la personne est en bidonville ou pas. On est saisi de ce sujet, qu'on essaie de démêler. Alors oui, peut-être que la personne habite en bidonville, mais ce n'est pas ça qui va avoir une influence sur nos modalités d'intervention particulièrement. Pour ce qui est du traitement, donc on va rentrer dans le concret, parce que j'étais pas encore dans le concret. Donc pour le concret, tout comme la résorption, enfin l'instruction de 2018 nous incite à prendre les choses le plus en amont possible, dès l'installation. C'est ce que dit l'instruction, dès l'installation du campement, on est censé avoir des actions de résorption qui démarrent. Alors nous, notre intervention aussi, c'est bien de la solliciter le plus en amont possible, à distance de l'expulsion, parce que évidemment, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Après, on perd les gens, en fait, tout simplement. Ils sont dispersés. On a commencé un accompagnement et, en fait, tout peut s'arrêter là. Donc, oui, dès que vous avez connaissance d'une atteinte à un droit, que vos démarches pour y remédier n'ont pas porté leurs fruits, dans ce cas-là, vous pouvez envisager de saisir le défenseur des droits. On a publié, celui-ci, je vais vous le présenter tout de suite parce qu'il peut vous être utile. On a produit, alors je ne sais plus en quelle année, en 2020, un guide pratique à l'usage des intervenants de l'action sociale. Donc c'est un guide qui s'appelle comme ça, guide pratique à l'usage des intervenants de l'action sociale, pour ceux qui veulent noter. Mais je pourrais envoyer une liste de ces publications-là que je présente oralement. Vous n'êtes pas obligé de noter, comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement. Et donc dans ce guide-là, vous avez de manière très claire comment saisir le DDD, ou en tout cas un rappel de la réglementation applicable si vous ne saisissez pas le DDD, parce que évidemment vous n'allez pas saisir le DDD sur l'intégralité des sujets que vous allez pouvoir observer, parce que je ne prenais pas en mal. Est-ce que vous le connaissiez, le guide? Ouais. Oui, quand même. Ah oui, très bien. Vous pourrez nous dire dans les échanges avec la salle si vous le trouvez clair ou pas. Ça pourrait être utile ou pas. Qui ne le connaissait pas? Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Pas venu pour rien. Non, voilà. Donc celui-ci, je le présente tout de suite parce qu'il est assez général. Il porte pas du tout. Il est déconnecté de la question des bidonvilles et des squats. Donc voilà, sur différents sujets. Voilà, vous avez de l'éducation, vous avez de la fiscalité, de la santé. Voilà. Ce guide-là peut vous être utile. Donc sur ce sujet-là. Donc ce que je vous disais sur les difficultés d'accès aux droits qui sont les plus fréquentes, on va dire, dont on a connaissance sur les bidonvilles, c'est la scolarisation, les difficultés d'accès à un hébergement, parce que les allers-retours des gens entre le campement, le squat et l'hébergement d'urgence. Nous, effectivement, dans toutes les observations en justice ou toutes nos publications, on explique qu'on est contre les expulsions sèches. De toute façon, on est tous ici présents, on a cette position, j'imagine. Et on appelle à ce qu'il y ait des solutions adaptées. Et ce qu'on entend par solution adaptée, c'est clairement pas un hébergement de 3 jours proposé pour des familles qui étaient sur un campement depuis des mois, voire des années. 3 jours, et on a connaissance parfois de certaines situations dans lesquelles les personnes elles-mêmes ont refusé cette proposition. Et nous, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas à ça en se disant il y a eu une proposition par les services de l'État, mais les familles ont refusé. On interroge un peu la réalité de cette proposition et sa pertinence au regard de l'accès aux droits des personnes. L'écueil à éviter, absolument éviter, pour saisir le DDD, c'est la saisine trop générale. On a eu ce cas de figure il y a quelques années d'une saisine qui était très bien documentée, très bien rédigée, de plusieurs associations. Peut-être que certains d'entre vous sont dans la salle et ont participé à cette saisine qui était vraiment très bien construite en fait, qui vous a demandé un énorme investissement. La difficulté, c'est que elle était trop générale pour nous permettre d'intervenir et elle décrivait en fait la situation des campements en Île-de-France et les atteintes aux droits qui étaient subies par les habitants. Et nous, sur l'aspect descriptif comme ça,
a posteriori, de manière générale, donc non individualisée, est compliqué pour nous après à traiter de manière opérationnelle, comme vous l'a exposé tout à l'heure mon directeur. Effectivement, on a besoin de, ne serait-ce que pour il y a un certain formalisme, puisque notre activité est encadrée par une loi organique. Je ne vais pas dire malheureusement, il y a une loi organique qui nous contraint parfois. Et c'est vrai que quand c'est trop général et que c'est de l'ordre en fait finalement de comme si on nous livrait en fait un état des lieux, ce qui est très utile pour nos actions, pour pour nous alimenter, pour notre connaissance, parce qu'effectivement on n'est pas sur le terrain. Moi je travaille au siège du Défenseur des droits par exemple, donc c'est vraiment, ça nous éclaire énormément. Mais c'est vrai qu'après pour nous mettre en action, on a besoin de se raccrocher à des situations individuelles, à des faits, des données précises sur la situation des intéressés. Et là, c'était pas le cas. Donc oui, plutôt des saisines individualisées avec des pièces pertinentes. Si vous dénoncez une situation de refus de scolarisation, effectivement, les échanges que vous aurez eus avec l'administration, ou si c'est une question de domiciliation, pour le coup, oui, la démarche initiée par la personne, ou soit suivie d'un silence, soit d'un refus. À ce moment-là, vous pouvez vous poser la question de saisir le DDD. Il y a aussi les refus de soins, aussi, parce qu'il y a aussi la question de la santé qui se pose. Qu'est-ce que à quoi j'avais pensé aussi, oui, la régularisation aussi administrative, puisqu'il y a des questions de droit au séjour qui peuvent se poser aussi. On est mobilisé sur cette question aussi. Et puis les droits sociaux de manière générale, des refus de prestations. Donc, l'objectif principal de notre intervention, nous, sur ce sujet, c'est d'améliorer, en fait... Donc, on est en amont de toute évacuation, toute expulsion. On est vraiment dans l'idéologie de la résorption. Donc, c'est améliorer, en réalité, le quotidien des personnes en favorisant leur insertion, instaurer un dialogue avec les autorités quand il est rompu ou qu'il est compliqué. Donc, la médiation peut être intéressante, sur cet aspect-là. Et surtout s'assurer de la mise en œuvre de solutions adaptées, avec un grand A, si jamais une expulsion est envisagée. Mais on espère qu'elle n'est jamais envisagée, puisque en principe la résorption est censée être là pour ça. Et alors, lorsqu'on est saisi, par exemple, d'une réclamation qui, pour le coup, là, porte non pas sur l'accès aux droits des personnes vivant sur un tel site, mais sur l'expulsion en tant que telle de ces personnes, on peut soit saisir les autorités compétentes pour demander des explications, une médiation pas vraiment, mais plutôt demander des explications. À ce stade-là, on n'est plus sur ça. Demander des explications. S'agissant des mesures prévues à l'attention des habitants ou de la destruction de leurs biens, ça c'est quelque chose qu'on fait. Et ou décider en fonction des circonstances de l'espèce de présenter des observations dans le cadre des contentieux engagés par les propres occupants eux-mêmes, accompagnés par des avocats ou des associations. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire par le passé davantage, mais qu'on essaie de faire. Je vais vous donner des exemples récents de nos actions. Donc voilà, c'est parfaite transition puisque je suis arrivée aux exemples concrets. Récemment, alors là, je ne sais pas si vous êtes vraiment concerné par des expulsions sur le fondement de la loi Elan, puisque c'est surtout les territoires d'outre-mer qui sont concernés. Mais on a récemment été saisi de réclamations sur le sujet et on a rendu du coup des décisions. Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément au clair sur le sujet, donc je vais être un peu plus précise. Donc fin 2022. Oui. Le DDD a été saisi par plusieurs occupants d'un site et d'une association. Donc, c'était une association qui nous avait saisi concernant l'évacuation et la destruction de constructions bâties dans une commune mahoraise. Et en fait, à Mayotte, il y a l'article 197 de la loi Elan qui s'applique et qui donne la possibilité au préfet d'évacuer un terrain sans passer par une procédure judiciaire. Et le problème, c'est que cet article 197 de la loi Elan, il conditionne l'exécution d'un arrêté préfectoral prévoyant cette évacuation de garanties, quand même, malgré tout. Donc des garanties de proposition d'hébergement ou de relogement adapté à la situation des personnes concernées. Mais là, dans le cas d'espèce dont nous avions été saisis, il n'y avait pas de proposition de formuler. Donc, dans ce cas de figure, des recours ont été introduits, évidemment, contentieux par les associations et les occupants eux-mêmes devant le tribunal administratif. Donc, il y a eu un recours en annulation de cet arrêté. Il y a eu des référés suspension, des référés liberté après concernant la situation particulière de certains occupants. Et il y a eu, à cette occasion-là, une question prioritaire de constitutionnalité de soulever.
Donc dans ce cas de figure-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté des observations, plusieurs en fait. Il y a eu 3 ou 4 décisions de prise sur juste cette situation. Donc pour vous dire à quel point on a été mobilisé pour, à chaque étape, dans l'un des référés liberté, on a présenté des observations, référé suspension aussi, le recours au fond, parce qu'on avait des choses à dire aussi pour la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc je donnerai les références, vous les aurez ultérieurement, parce que ça sert à rien que je vous les donne maintenant et que vous vous dépêchiez à les écrire. Excusez-moi, concrètement, vous présentez des observations, c'est remis au juge, oui. Ça va, oui, transmis directement au juge, mais voilà, c'est comme on est une autorité administrative indépendante, c'est de manière complètement indépendante qu'on produit ces observations en tant que tiers intervenant dans l'affaire amicus curiae, pour être plus... Voilà. Donc là, je vous ai parlé de l'expulsion. Donc j'ai choisi le cas de Mayotte, puisque c'était des décisions récentes qu'on a rendues, qui là renvoyaient à une procédure particulière, la loi Elan. Mais c'est clairement pas c'est pas ce qu'on fait le plus. Hein. Ça, c'était la première fois, je crois. Ouais, première fois qu'on prenait position sur ce sujet. Et alors, on a rendu aussi plus récemment une décision sur l'accès à l'eau et à l'assainissement des occupants d'un campement. Alors, ce n'est pas les premières, évidemment. Là, c'est que je suis sur le plus récent, notre actualité, pour que vous ayez des prises de position récentes du Défenseur des droits. Donc, c'est en 2023. On a été saisi par plusieurs associations d'une réclamation concernant le refus implicite d'une mairie de mettre en œuvre des solutions permettant un accès à l'eau et à l'assainissement des occupants d'un campement. On a produit des observations dans le cadre d'un référé liberté, pour le coup, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État. Donc on l'a fait vraiment à 2 stades de la procédure pour vraiment maintenir notre voilà. Je réfléchis. Est-ce que c'est plus pertinent? Oui, puis on prendra les questions après. Non, je vous en prie, continuez. Mais... Et alors, pour le coup, là, je vous ai donné des exemples de prise de position dans des situations précises, individuelles, des réclamations individuelles. Mais de manière générale, on a eu l'occasion, donc depuis 2012, de produire un certain nombre de publications de différentes formes concernant la situation des occupants de lieux de vie informels, pour englober toutes les différentes sortes, les squats, les bidonvilles, voilà, les campements. Et on a commencé donc en 2013, parce que je vous ai dit tout à l'heure le bilan de l'application de la circulaire de 2012, mais après 2013... on a eu toute une série de rapports, d'études en 2015. Alors, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on ne se préoccupe pas de si c'est un campement occupé par des personnes roms ou de migrants érythréens. Enfin, nous, c'est peu importe, comme je vous le rappelais, nous, c'est l'occuper illégalement un terrain ne prive pas de l'accès aux droits fondamentaux les occupants. Donc, vous avez le rapport Calais. Tout ce qu'on a publié concernant la situation dans le Calaisis, à Calais, peut être pertinent pour vous aider, puisqu'on a produit des argumentaires juridiques sur tous les aspects que peuvent présenter ces atteintes aux droits. Donc en 2015, un premier rapport sur Calais. En 2018, 3 ans après le premier rapport Calais, c'était un bilan de ce qui avait pu se passer après. En 2017, parce que vous avez des rapports comme ça généraux sur des campements, mais vous avez aussi dans d'autres rapports quelques références à la situation des personnes vivant dans des campements qui peuvent être intéressantes de soulever. Par exemple, vous allez avoir dans un rapport consacré aux droits de l'enfant la question de la scolarisation dans les campements. Vous voyez, ne vous attendez pas sur notre site internet à aller à trouver des choses précises sur... parce que cette question-là, elle est vraiment diluée dans l'ensemble de l'action du Défenseur des droits. La question de la résorption des bidonvilles, elle n'est pas forcément identifiée en tant que telle dans l'ensemble de nos missions, mais comme je vous disais tout à l'heure, on y œuvre de manière quotidienne. Donc, vous avez un rapport en 2017, par exemple, qui était consacré aux droits de l'enfant et qui s'appelait « Au miroir de la Convention internationale des droits de l'enfant ». Et dans ce rapport-là, pour le coup, on appelait à la mise en œuvre d'une réelle politique de résorption des bidonvilles visant à assurer à chaque enfant des conditions de vie acceptables. Vous voyez, c'est des petites recommandations, des choses que vous pouvez retrouver dans des rapports qui, à première vue, qui ne semblaient pas être prévisibles. En 2021, c'est ce qu'a dit M. Demougeot tout à l'heure, on a contribué à la stratégie nationale sur l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms par 2 rapports, l'un consacré aux gens du voyage, l'autre
aux personnes dites roms. Donc il s'intitule ce rapport pour une protection effective des droits des personnes roms, que vous trouverez aisément sur notre site internet. Plus récemment, à l'occasion des dispositions législatives relatives aux lois anti-squat, on a présenté des avis et des observations en justice dans le cadre de la procédure législative. Donc 2 avis au Parlement, puisqu'on a été déjà intervenu en 2020 et là on l'a refait en 2023. Et puis oui, des observations dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de la loi. Donc tout ça, vous pourrez pareil le retrouver sur notre site internet. Dans lequel voilà, on avait alerté dans ces publications les atteintes portées aux droits des intéressés et que au final ce qu'on tenait à souligner, c'est que pour le coup on mélangeait tout et n'importe quoi dans la notion de squat, alors qu'en réalité la plupart du temps c'est des personnes qui relevaient de la responsabilité de l'État sur le logement ou l'hébergement qui étaient concernées. Donc on tenait vraiment à prendre position sur ce sujet, donc vous pourrez vous référer à ces avis et ces observations. Concernant l'outre-mer, parce qu'on essaie de ne jamais oublier l'outre-mer, dans un rapport consacré à Mayotte, publié en 2020, et une étude publiée en 2000... en quelle année? Le rapport sur la Guyane, hop, excusez-moi. 2021, donc voilà, donc c'est assez récent aussi. On avait souligné des questions des difficultés d'accès à la scolarisation, donc qui pouvaient concerner les personnes habitant dans des lieux de vie précaires. Donc voilà pour le petit panorama. Merci. Et petite conclusion. Très bien. Petite conclusion, excusez-moi. On a bien conscience en fait que le chemin est encore long. Hein. On a publié un tas de choses. On renouvelle régulièrement nos recommandations sur le sujet et ce qu'on dit tout le temps, c'est que notre parole est inchangée depuis 2012, depuis 2013, depuis notre premier vrai rapport sur la situation des occupants sans droit ni titre. Est le même. Mais on sait très bien que sans volonté politique forte de produire une offre de logement et d'hébergement adaptée à la demande, comme on le recommande tout le temps, on assiste malheureusement à une banalisation de la pauvreté qui gagne progressivement des situations qu'on ne voyait pas auparavant. Là, on a des campements de demandeurs d'asile, des campements de réfugiés, en fait des campements de personnes qui normalement bénéficient d'une sécurité juridique supérieure. Et voilà ce à quoi on assiste, mais on continue le combat. Merci. Monsieur Loisel. Qui n'est pas un combat, qui est encadré par la loi organique. Petite pondération, histoire d'aligner les deux interventions. Bon, merci beaucoup. Est-ce que ça suscite des questions ou des observations? Oui, Samir Mil, si Solène, tu peux prendre le micro. Ouais. Et puis, Oda, tiens-toi prête aussi à prendre une autre question après. Samir. Oui, merci. Puisque c'est un combat encadré par une loi organique, est-ce qu'il y a une réforme en cours pour étendre la compétence territoriale du défenseur des droits au département de la Seine-Saint-Denis? Bon, ça n'appelle pas de réponse vraiment. En fait. Si, bon, allez-y alors. Mais je pense que, évidemment, tout le monde a compris la boutade. On est confronté aux difficultés des limites d'intervention du défenseur des droits et de son utilisation des pouvoirs tels qu'ils sont à l'heure actuelle, en fait. Donc, c'est toujours pareil. Enfin, que ce soit Seine-Saint-Denis ou la Lozère ou quel que soit l'autre département, même si c'est probablement moins tendu, on retombe toujours sur à peu près les mêmes difficultés, c'est-à-dire pourquoi on est saisi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une intervention du défenseur des droits et qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, pourquoi on est saisi? C'est à vous d'identifier le litige. Là, dans les interventions qui étaient décrites par Ratiba sur les interventions contentieux, il y avait effectivement des interventions d'associations, de réclamants eux-mêmes, qui ont engagé une action contentieuse. Donc, sur la question de la Seine-Saint-Denis et des différentes difficultés auxquelles ça renvoie, la question c'est que peut faire le défenseur des droits compte tenu de la loi organique, c'est-à-dire de la médiation, des recommandations ou du contentieux. Je pense que la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que le meilleur moyen pour, je ne vais pas reprendre l'expression de Ratiba, combat, de mener jusqu'au bout, combat, si vous voulez, c'est comment? C'est ça la vraie question. Et donc, du coup, comment
comment ça peut être engagé de votre côté, comment le défenseur des droits peut lui-même être sollicité et intervenir dans le cadre de ce qui est engagé. C'est évident qu'en Seine-Saint-Denis, on va peut-être plutôt parier sur du contentieux que de la médiation. Après, à voir comment les choses évoluent. Justement, on va venir avec des nouveautés, je pense, enfin, des propositions nouvelles, parce qu'on observe, entre autres, une pratique de rétention de papiers d'identité de personnes qui ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français, obligations qui sont annulées par le juge administratif, mais les pièces d'identité ne sont pas remises aux personnes concernées, à qui on demande de prendre rendez-vous. On écrit au service des étrangers pour prendre des rendez-vous, en faisant aussi des propositions de envoyer plutôt par pli recommandé si un rendez-vous est compliqué, etc. Donc on est obligé même à inventer des procédés et à les proposer. Personne ne répond, alors qu'il y a des réponses très promptes et très précises sur les cas où les personnes ayant fait l'objet de ces mêmes obligations de quitter le territoire acceptent de l'exécuter et ils attendent la pièce d'identité à la police aux frontières, à l'aéroport. Là, pour le coup, on nous répond très rapidement avec des explications très précises sur la date du vol à prendre pour éviter de se présenter à l'aéroport avant que la pièce d'identité arrive et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est une pratique qu'on observe en fait et sur laquelle j'espère qu'on va pouvoir aussi engager ensemble des procédures. Il ne s'agit pas de combat autre que ce. Merci Samir. Une autre question, oui, Monsieur Leclève, et puis il y a une autre main qui s'est levée, je crois que c'est Morgan Garcia. Oui, bonjour, Alexandre Leclève de l'association Trajectoire. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si, c'est bon. Donc merci, parce qu'effectivement, le défenseur des droits est précieux sur la question des bidonvilles, et évidemment sur la question de l'accès aux droits. Alors j'ai une question un peu peut-être tirée par les cheveux, mais je vais voir en fait si ça rentre dans le cadre. On a de plus en plus de situations liées à la traite des êtres humains, et donc des personnes qui sont victimes effectivement de formes d'emprise. Et on voit que soit sous la forme d'article 40, soit sous la forme de plainte individuelle, aucune action n'est engagée. Donc en termes de protection des victimes, ça c'est une vraie question. Et du coup, je voulais voir si vous, le défenseur des droits, vous aviez une compétence, sachant qu'on est quand même sur un sujet, j'en ai bien conscience, une limite où il y a une séparation des pouvoirs et qu'il est toujours un peu compliqué de demander des comptes, soit à l'administration judiciaire ou policière. Merci. Alors, sur la question de la traite des êtres humains, ça nous est arrivé de prendre position récemment, enfin, et pas que récemment d'ailleurs, dans un certain nombre de contentieux, notamment sur la question du travail. Et notamment, de mémoire, c'était sur le sujet de coiffeuse à Châteaurouge, me semble-t-il. Et on considère, nous, alors là aussi c'est pareil, c'est cette question de la traite des êtres humains, on est obligé de construire un raisonnement pour le faire entrer dans cette fameuse loi organique. Et donc, c'est à la fois une atteinte au droit manifeste. Donc, du coup, ça peut rentrer par ce biais-là et ça peut rentrer par le biais de la discrimination, puisque là, en l'occurrence, la traite des êtres humains, dans le dossier dans lequel on intervenait, c'était une question de nationalité. Et donc, on raccrochait ça et on considérait que c'était finalement une forme ultime de discrimination, en l'occurrence. Après, sur la façon dont on intervient par rapport à la fois à la justice et à la police. Dans le cadre de l'instruction, enfin, le service public, on peut enquêter. À partir du moment où une procédure pénale est en cours, donc s'il y a un signalement type article 40, on est obligé de demander de toute façon l'autorisation d'instruire. C'est une disposition de la loi organique qui nous empêche d'intervenir quand une plainte pénale a été déposée, tout simplement pour ne pas faire double emploi, notamment dans la question de l'enquête. Donc on peut effectivement être saisi, mais notre intervention est évidemment conditionnée par l'obtention de cette autorisation d'instruire, qui n'est pas systématique. Et évidemment avec un effet un petit peu pervers finalement sur ce sujet, c'est-à-dire que plus le sujet c'est-à-dire plus il y a d'injonctions à l'égard du ministère de la Justice de creuser un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets de discrimination par exemple, moins le ministère peut être enclin à délivrer l'autorisation d'instruire. Donc là il y a un petit jeu, une stratégie un peu complexe. Merci. Morgan. Oui, je saisis l'occasion de remercier Madame Abou-Fares avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années. C'était dans le cadre d'une saisine avec l'association Eurom du Défenseur des droits pour un refus de domiciliation
de la part de la commune de Camblanne, une petite ville en périphérie de Bordeaux. À l'époque, donc vous étiez intervenu auprès de la mairie, mais les personnes avaient été expulsées de leur lieu de vie entre-temps. Et du coup, je me questionnais sur le volume de saisine. Avait-il augmenté? Est-ce que des moyens avaient été augmentés en conséquence dans les équipes du défenseur de droit? Et s'il y a une réelle augmentation, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre démocratie? Sur le volume humain. Le temps que je reprendrai la parole sur le volume. Monsieur Loisel, le temps que vous répartissiez juste. Moi, j'avais une question complémentaire sur les discriminations. Est-ce que vous avez déjà eu des saisines? Et éventuellement aussi sur la sécurisation des conditions de vie, qui est un des aspects de l'instruction de 2018. Alors, c'est du droit mou, pour reprendre votre expression. Est-ce qu'on pourrait vous saisir là-dessus aussi? Il y a un campement, il n'y a pas d'action de sécurisation des conditions de vie. Pardon, accès à l'eau et voilà, c'est une entrée. Il y a l'assainissement, ramassage des déchets, etc. Mais justement, ce que j'exposais dans mon petit exposé, récemment, oui, on a rendu une décision sur le sujet, donc devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État, dans laquelle vous aurez notre position sur l'accès à l'eau, qui est un droit fondamental pour le coup et dont on rappelle d'exigences pour les campements. Donc oui, on a. Alors je dirais pas que c'est massif sur ce sujet, mais on a quelques réclamations. Parce qu'elles ne sont pas massives, on a pu les traiter justement, parce que sur l'aspect humain, je donnerai la parole à mon directeur, on n'a pas triplé les effectifs. Mais oui, sur la domiciliation, on n'a pas eu plus de réclamations sur le sujet après. Globalement, ouais. Non, sortie de Bordeaux. Toutes saisines confondues. Alors, j'avais prévu justement vous faire, je ne voulais pas trop vous ennuyer, mais vous rappeler les chiffres. Ça va vous donner une idée Hop, on vient de publier notre rapport annuel d'activité. Donc, le DDD en 2023, c'était 138 000 réclamations. Donc, en 2023, 138 000. On a eu donc 138 000 réclamations, 257 000 sollicitations. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas forcément allés jusqu'au bout de la réclamation, mais on a eu connaissance d'attentes. Voilà, par téléphone ou par des différents signalements. Voilà, c'est tout sur la question de l'humain. Et sur la question du volume de sollicitations sur la domiciliation, j'ai pas sorti de stats précises. On a un flux régulier. Qui n'est pas massif en fait, il n'y a pas eu d'explosion massive, ce qui ne justifie pas le fait qu'on n'a pas redéployé de l'humain en plus pour répondre à votre première question. Les effectifs du défenseur des droits sont quasiment stables, donc il n'y a pas eu d'évolution majeure du point de vue des effectifs sur ces questions-là en fait. Après et sur la question des discrets, pour moi, la vraie question qui se pose sur les discrets, c'est est-ce que c'est le meilleur angle d'attaque ou pas? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value? Est-ce que le vrai sujet, c'est une question de discrimination ou pas? Sachant que la discrimination, il faut rentrer dans la définition, une différence de traitement fondée sur un critère intervenant dans un champ, un critère nationalité, origine, tout ce qu'on veut. Donc, est-ce que c'est vraiment le prisme ou pas? Je pense qu'il y a pas et je pense que c'est une des difficultés en fait à laquelle est confronté auxquelles est confronté le défenseur des droits sur la question des discriminations. C'est effectivement cette question de est-ce qu'on envoie systématiquement pour les voir ou est-ce qu'on réserve ça à cette question. Typiquement, quand on prend par exemple des sujets d'accès à la protection sociale, il peut y avoir dans certaines circonstances la possibilité finalement de construire un argumentaire en disant mais si au-delà de l'atteinte au droit, ça peut être aussi, finalement, quand on y pense, une discrimination indirecte fondée sur, etc. Est-ce que c'est la meilleure approche? Je pense que dans tous les cas, c'est les questions pour moi qui priment. Je pense qu'il y a des atteintes au droit qui ne sont pas des discriminations. Il mieux vaut les prendre comme ça plutôt que de construire un raisonnement qui n'apporterait pas finalement grand-chose de plus et qui, au contraire, peut-être rendrait les choses plus difficiles. Voilà. Excusez-moi. Ouais, sur la domiciliation. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main. Oui, Clément Etienne. Je vous en prie. Allez. Oui, excusez-moi. Je voulais juste rappeler que sur la domiciliation, on avait rendu une décision en 2017 qui, pour le coup, le contenu serait encore valide en 2024, qui est précisé dans le rapport, la contribution qu'on a publié en 2021 pour la stratégie nationale. Merci. Une petite dernière question. Oui, bonjour, Clément Etienne de Médecins du Monde pour la Seine-Saint-Denis également. C'est tout le temps une question de discrimination.
Vraiment, hein. La difficulté, c'est de pouvoir le démontrer. Je suis d'accord avec vous, mais effectivement, peut-être que je ne suis pas à m'exprimer. Je ne dis pas que la discrimination, c'est une mauvaise question. Mais c'est effectivement une bonne question quand c'est le vrai problème. Et c'était ça le sens de ma remarque, c'est-à-dire une construction au carré pour établir que potentiellement ça pourrait l'être sous cet angle, etc. Il faut qu'il y ait une part quand même finalement il faut que ça corresponde finalement aux catégories de perception aussi. Enfin, et est-ce que c'est le vrai problème? Si c'est le vrai problème, effectivement, c'est une bonne question. Si c'est pas un sujet de discrimination, si c'est autre chose, c'est pas le bon prisme. C'était le sens de ma remarque. Peut-être que j'ai pas été effectivement clair. En tout cas, nous, pour ce qu'on traite chez Médecins du Monde, il y a 99% des cas des questions de discrimination réellement sur l'accès à la santé et l'accès aux droits de santé. On peut regretter quand même, et j'imagine que là aussi c'est la loi organique qui le dicte, qu'il n'y ait pas la possibilité de lancer des saisines sur des actions de groupe. Parce qu'on sait bien que c'est extrêmement compliqué. Nous, on le fait. On travaille énormément avec le défenseur des droits sur l'accès aux droits de santé en l'occurrence, mais l'accès à la domiciliation aussi. Et c'est très compliqué d'amener des personnes dans ces démarches-là, en fait, qui sont dans la grande précarité, qui sont dans la rupture de la langue, dans la compréhension des institutions, dans tous les freins qui peuvent exister. C'est très très compliqué d'amener des personnes individuellement à aller jusqu'au bout de ces démarches-là, à en comprendre l'intérêt, à en comprendre la motivation, etc., etc. Et c'est vrai qu'on regrette de ne pas pouvoir, au nom de groupements associatifs, au nom de fédérations reconnues, au nom d'associations d'utilité publique, etc., etc., de ne pas pouvoir porter des actions de groupe sur des questions très précises. L'accès aux droits de santé, la CPM, un bureau qui s'appelle le CREC, qui traite le droit des Européens de façon spécifique. C'est quelque chose de complètement opaque. On peut pas les contacter. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de rapports qui sont publiés, etc., etc. Il y a des vraies questions quand même. Et ça, c'est pas les personnes individuelles qui peuvent en avoir la lecture. Enfin, c'est beaucoup trop complexe. Non, mais une réponse, parce que je pense que c'est une difficulté et ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une autre... on est confronté à d'autres difficultés. C'est vrai que l'imaginaire... je pense que ce qui a présidé à la création du défenseur de droit, c'est un peu finalement le modèle d'une juridiction administrative, c'est-à-dire qu'il y a un litige individuel, une réponse qui est opposée, qui est une réponse négative, et on veut contester cette réponse négative, et donc on saisit le défenseur de droit ou le juge, peu importe. Et en réalité, on est de plus en plus confronté à des dysfonctionnements massifs, dysfonctionnement étant un terme générique qui renvoie à une forme de déresponsabilisation, voilà. Et donc on est confronté à des dysfonctionnements massifs qu'on a un peu de mal à accrocher par le biais... nos pouvoirs, et par le biais du contentieux. Alors il y avait effectivement à un moment donné, il y a toujours cette possibilité de passer par l'action de groupe. Le seul problème, c'est que l'action de groupe est conditionnée par la reconnaissance d'un caractère discriminatoire, donc il faut déjà quand même faire le raisonnement qui conduit à la discrimination, et une fois qu'on a fait ce raisonnement, avoir effectivement un certain nombre de cas et de relier tout ça dans l'action de groupe, ce qui fait qu'en fait ça reste relativement ineffectif. Mais on a d'autres difficultés systémiques dans l'accès à des services publics sur des sujets un peu identiques. Comment on atteint le collectif, les dysfonctionnements collectifs, la non-réponse des administrations, le fait de traîner les stratégies dilatoires telles qu'elles ont été présentées tout à l'heure. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution. Alors effectivement, la seule solution, ce qu'on avait un peu trouvé par exemple typiquement sur la question des rendez-vous en préfecture, ça a été du contentieux individuel. Au départ, on faisait de la médiation, ça fonctionnait. Il y a un moment, ça s'est grippé. Il y a eu du contentieux individuel qui ont été engagés par le biais de référés. On est intervenu dans le cadre de ces référés. On s'est appuyé sur la jurisprudence qui s'est solidifiée dans ce cadre-là pour densifier un petit peu la médiation. Ça a fonctionné. Puis ça s'est de nouveau grippé. Donc il a fallu repasser par le contentieux administratif. Et au bout du compte, maintenant, il y a un problème d'exécution de décision de justice. Et c'est vrai que dans la comparaison qui était faite tout à l'heure, un peu caricaturale de ma part, sur le côté le droit souple, ça a effectivement des faiblesses par rapport au droit dur, mais en même temps on se rend compte aussi que le droit dur et une décision de justice, c'est pas non plus forcément exécuté. Et comment aborder ces difficultés systémiques qui rapprochent plus finalement quelque part de la guérilla que du combat? À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas de solution dans les outils qui existent et dans la loi organique. Merci beaucoup. Une dernière question super rapide, puis on va passer à la séquence suivante. J'avais juste une petite question sur, vous disiez que vous donniez un avis au juge en cas de contentieux. Est-ce que vous avez le taux de cas où le DDD est suivi par la juridiction? Pas la peine de chercher, Ratiba, c'est 80%. Mais 80%, mais c'est un chiffre qui, à la fois, veut tout et rien dire. C'est-à-dire que... dans 80% des cas, le juge, alors on n'est pas suivi parce qu'il y a l'idée que le juge est souverain et nous on lui présente simplement notre analyse et le juge peut partager notre analyse. Mais inversement, donc dans 80% des cas, on arrive à la même conclusion. Après, est-ce que le juge
qui annule, par exemple, une délibération de conseil municipal ou peu importe, a véritablement partagé l'intégralité de l'analyse du défenseur des droits pour arriver à la même conclusion, c'est pas complètement sûr. Et une des difficultés, par exemple, c'est précisément sur la question de la discrimination. Et c'est en ça qu'il y a un intérêt, pour le coup, pour nous, de le dire, parce que c'est pas effectivement la ligne du juge. On a un certain nombre de contentieux. Je prendrais par exemple les contentieux dans la fonction publique, ou sur du harcèlement moral à caractère discriminatoire. Nous, on est compétents parce que c'est un côté discriminatoire. On fait des observations de juge en soulignant que ce harcèlement moral a un caractère discriminatoire et tient à l'origine de la personne. Le juge va engager la responsabilité de l'employeur public sans pour autant aller jusqu'au caractère discriminatoire. Il va considérer qu'il y a eu du harcèlement moral et donc du coup va condamner l'employeur à réparer. Est-ce que c'est de la discrimination ou pas? Il ne va pas se poser la question avec une règle qui est la règle de l'économie de moyens. Et c'est en ça finalement que de ce point de vue-là, l'angle discrimination est important, donc c'est important de le dire. Et là, je vous rejoins totalement, à condition que ce soit vraiment le problème. Mais, voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Je vous remercie encore de votre intervention. Et alors, on avait prévu de vous projeter un film sur la médiation scolaire. Vu le retard qu'on a pris, moi, je vous propose peut-être d'en projeter qu'un petit extrait, d'autant que certains d'entre vous l'ont sans doute déjà vu. Vous savez qu'il existe, vous pourrez aller le voir. On va vous en projeter 2-3 minutes. Et après, Jean-Paul va vous faire un petit point sur la médiation scolaire et répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Dov'è la tua mamma? Sì.